This initiative, aiming to provide an overview of the background and of the Italian and French legal framework regarding benefit corporations and on what are the insights for the future. We will also have the point of view of different actors engaged in this process, in the practical experiences of the small and medium enterprises of an important economic sector, such as the textile sector, very affected by social and environmental issues and focuses on sustainability. Benefit corporations represent a new business model that aims to achieve both profit and common benefit, producing in the long term positive impacts on territories and the environment, people, communities, and other stakeholders. Although the first legislative initiative dates to several years ago, many countries are discussing about this subject, and the debate is open in particular within the European borders. Italy has been the first European Union country to introduce benefit corporation through the budget law of 2016. Similarly to the American legislative initiative of 2010, the so-called Società Benefit, this is the legal denomination in Italy, is a business model where the two main objectives are to create share value between shareholders and stakeholders and to internalize any costs and negative effects, and several successful experiences can now be counted. The legal form for benefit corporations provides that every registered benefit corporations, in order to balance the interests of shareholders with the interests of the community, must perform responsible, sustainable, and transparent management. A company that intends to set up or transform into a benefit corporation is required to amend its bylaws, including in the corporate purpose the common benefit mission in addition to its profit-oriented mission. Such amendments, in compliance with the provisions governing each type of company, shall be filed, registered, and published. The Italian model constitutes an innovative and pioneering European model inspired by a common laws model, such as the American model, and this is the reason why many European countries of civil law expressed their intention to observe and better understand the regulatory tool introduced in Italy and how this innovation could reform the company law, the European company law. France was the first European Union country after Italy to introduce this business management model, providing a legal framework for the so-called Société à Mission in 2019. Apart from the Italian and French regulations, there is currently no harmonized legislation in Europe, but various initiatives are put in place in this context. Such initiative aiming to improve European Union's regulatory framework for company law and corporate governance, enabling companies to focus on long-term sustainable value creation rather than short-term benefits, to better align the interests of companies, their shareholders, managers, stakeholders, and society, and to better manage sustainability issues in their operations and value chains with respect to social and human rights, climate change, environment, etc. Talking about the context in which the new model of benefit corporation, well known as Società Benefit, introduced in Europe some years ago by Italy First, is operational. Let's say that it seems to match perfectly with the principles of sustainability, a keyword nowadays on the everyone mouth across the world. But in this company model, the application of these principles can become real and find a concrete outlet, since it is the law that sets
the precise regulatory framework, leaving at the same time a degree of flexibility that allows companies of different sizes to adopt this model, as already illustrated either at the time of incorporation or later by amending their bylaws accordingly. It is important to unceasingly repeat that in accordance with the Italian rules, no government incentive is present, and almost all the advantages for the companies are to be considered as indirect advantages. But this has not discouraged many Italian companies, which are increasingly resorting to this recent corporate tool. And by now, we can count more than 1,000 of benefit corporations doubling year over year in almost all sectors, such as food, wine, healthcare, marketing and communication services, training and education, machinery, equipment and fashion, and so on. Indirect advantages may include the attention paid by investors in evaluating their commitment in such companies, but also the preference accorded by consumers at the moment of choose a product on the market. And why not the choice made from the job seekers too? A greater reputation, the company were increasingly concerned about the impact of production on the environment and therefore more and more careful in choosing suppliers who take sustainability into serious consideration. The use of SB label highlights the company's attention to the community and the environment, but also a greater business risk management in the long term. Moreover, there are reward criteria for access to public tenders, such as investments and public funding. To be honest, the recent Law Decree 34 of 2020 first introduced, and the Law Decree 73 of 2021 then extended a tax credit compliant with the European Union rules on state aid, with the goal to empower the ecosystem of benefit corporations. And of course, this is exceptionally a direct advantage. Briefly, it is a tax credit equal to 50% of the costs of setting up or transforming into a social benefit for a maximum of 10 million euros. And at the end of 2021, an interministerial decree was signed by the Minister of Economic Development and the Minister of Economy and Finance to make this measure fully applicable and effective. In any case, the leverage intended to work effectively cannot be the one of direct incentives, but only the real will to do business responsibly. So that operating under the legal status of benefit corporation or società benefit in Italian remains an entrepreneurial choice merely intended as a social mission. And one more time, we can observe that this exactly matches with the current agenda of the most of Western countries, such as in the case of the 27 member states facing the European Green Deal, the European Union strategy with the overall objective of achieving climate neutrality in Europe by 2050. Among the most dynamic sectors that look at this company model, the food chain, an industry that numbers in Italy more than 60,000 companies with a turnover of more than 140 billion euros, considering the food and beverage, is obviously present.
And it is no coincidence that at the heart of the Green Deal, there is the farm to fork strategy aiming to make food systems fair, healthy, and environmentally friendly. Several foodstuff producers, but also distributors and promotion companies supporting the food industry have chosen or are considering to choose to go or to stay in the market in a responsible and sustainable way. Even more today, when the attention of consumers is particularly focused on social and environmental issues. Due to the transversality of environmental and social issues, more economic areas are affected, and very different sized commercial companies with various interests are involved at the same time, such, for example, the fashion sector. In fact, the future of fashion companies is more and more about sustainability, accordingly to the new rules of the global market. The growing sensitivity to environmental and social issues determines the choices for brands. And so finding a way to combine profit and ethics is now mandatory for big players, but it is progressively affecting without too many distinctions even the smallest production realities which cannot escape the new orientation that is taking hold among more and more companies. Talking about sustainability, more than one goal of 2030 Agenda for Sustainable Development, which has been adopted by United Nations member states, appears absolutely consistent with the spirit of the benefit corporations. Consider, for example, the goal 8 and 9, which address respectively the promotion of a sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all, and the building of resilient infrastructure, the promotion of an inclusive and sustainable industrialization, in addition of the fostering of innovation. Well, we like to think that all this is not only the future challenge that we are constantly being told must concern every citizen on this planet, but that for an increasing number of sensitive and responsible entrepreneurs attentive to the market as well to the manner it is conceived, it already represents our common present with no way back. Come CNA Federmoda riteniamo di particolare interesse l'Istituto Giuridico delle Società Benefit. Il settore moda è fatto fondamentalmente da piccole e medie imprese artigiane che sono la spina dorsale del tessuto economico nazionale. Sono insediate sui territori, hanno un valore estremamente importante dal punto di vista economico e sociale per il nostro Paese. Ecco quindi che con questa figura giuridica possono al meglio anche rappresentare quello che è la loro attenzione al sì, lo sviluppo e la crescita economica, ma anche a una ricondivisione con quella che è la società, quella che è la valorizzazione dei territori, quello che è l'attenzione verso l'economia circolare, verso la sostenibilità. Insomma, CNA Federmoda farà di tutto per sostenere le imprese in questo percorso verso le società benefit affinché possano trarre al meglio la valorizzazione di quello che è il loro impegno diffuso nel tema dell'etica e della sostenibilità.
L'idea delle società benefit in Italia si fa largo nel 2015. Allora io ero senatore e avevo la fortuna di venire da un decennio di lavoro sul territorio, nell'amministrazione locale, impegnato nel campo dello sviluppo sostenibile. Ecco, la ricerca proprio in questo settore di uno strumento che potesse a livello nazionale rappresentare la massima efficacia di quello che avevamo osservato, e cioè del ruolo dell'impresa nel raggiungere un modello di sviluppo sostenibile, ci ha portato ad interessarci di quanto negli Stati Uniti la Rockefeller Foundation aveva messo a disposizione con i suoi studi e le sue ricerche e che era culminato con la creazione di B-Lab e delle Benefit Corporation. Tuttavia abbiamo ritenuto che ci fosse nella realtà italiana e probabilmente nella realtà europea qualche elemento ulteriore a sostegno di un'idea di impresa a duplice scopo. Un'impresa, cioè, che oltre allo scopo del profitto avesse giuridicamente inserito nel proprio DNA, nel proprio scopo sociale, anche uno o più obiettivi di beneficio comune, sociale e ambientale. Questo perché, osservando la realtà e anche la storia del nostro paese, ci pareva di vedere un'imprenditoria caratterizzata da una grande consapevolezza delle responsabilità che fare impresa reca con sé rispetto al territorio e rispetto in generale agli stakeholder. Inoltre l'Italia vanta la tradizione che risale fino al 1700, che dobbiamo soprattutto ad Antonio Genovesi, e che va sotto il nome di economia civile. Un'idea, un modello di economia che magari oggi appare quasi dimenticato, ma che assegna all'economia compiti e soprattutto assegna all'impresa responsabilità che vanno ben oltre quello della creazione del profitto. Ecco, ci è parso dunque che ci fossero tutte le condizioni per mettere in campo una norma nella convinzione che questa potesse essere recepita molto favorevolmente dagli imprenditori italiani. Naturalmente in Italia la legge sulle società benefit si caratterizza anche per aver accompagnato alla governance duale la necessità di una relazione annuale e di una valutazione di impatto che la legge disciplina per quanto attiene agli ambiti di applicazione. Sul campo delle valutazioni di impatto naturalmente ci sono molte ricerche, ma quello che è importante sottolineare è che sia la relazione annuale che la valutazione di impatto sono una conseguenza di quella che è la caratteristica più importante delle società benefit, cioè lo scopo duale e la ricerca di un proprio beneficio comune specifico che caratterizza l'attività dell'impresa, che in qualche modo le concede per questo motivo licenza di operare. Ecco, questo aspetto lo ritroviamo con piacere nella normativa francese, come lo ritroviamo, sebbene non espresso con la chiarezza di queste due leggi, anche in alcune forme societarie di altri paesi europei. Per questo motivo io stesso ho operato all'interno dell'OSCE perché una risoluzione nel 2019 recepisse questi principi cercando di renderli disponibili ai 57 stati aderenti all'OSCE e sempre per questo motivo credo che sia opportuno a questo punto fare un'azione anche forte tra gli stati membri dell'Unione Europea, magari anche al Parlamento Europeo, affinché queste sensibilità già presenti nei singoli ordinamenti giuridici
possano emergere con tutta chiarezza e prendere la forma delle società benefit italiane, perché questa forma indirizza in maniera molto forte un nuovo modo di fare impresa. Quelle est l'origine de la société à mission, modèle aujourd'hui adopté par plus de 600 sociétés en France? En 2008, c'est la crise financière mondiale. Cette crise financière, ça n'est pas uniquement le tourbillon de la finance, mais une crise probablement plus grave, celle de l'entreprise. L'entreprise est en burn-out, épuisant les ressources humaines et naturelles au profit exclusif du profit. C'est le constat que font des chercheurs de l'école des mines, Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel, qui, en 2008, se disent « l'heure est venue de refonder l'entreprise ». La chaire théorie de l'entreprise de l'école des mines ParisTech sur les modèles de gouvernance et de création collective est lancée. L'objectif est d'élaborer une nouvelle théorie de l'entreprise fondée sur la création collective pour explorer de nouveaux principes d'investissement, des modèles de solidarité et des cadres de droit qui soient mieux adaptés aux enjeux contemporains d'innovation, de responsabilité sociale et environnementale. Un nouveau business model nécessite une évolution du droit des sociétés. Et là, on s'aperçoit d'une chose, l'entreprise n'existe pas. Et oui, en droit, seule la société existe. L'entreprise, le projet collectif qu'est l'entreprise, n'est pas défini en droit. Au point que si on peut dire qu'une société appartient à ses actionnaires, une entreprise, certainement, n'appartient pas qu'à ses actionnaires, mais à l'ensemble de ses parties prenantes, aux collaborateurs, aux fournisseurs, aux clients, aux actionnaires, au territoire. Alors, c'est né de cette coopération entre les chercheurs de l'école des mines, le collège des Bernardins, avec un projet de recherche, connaît en 2012-2013 un projet, celui de définir dans le droit une nouvelle forme de société, la société à objet social étendu. Ces chercheurs sont convaincus que l'entreprise ne peut pas se limiter à être une boîte à partager de profit, qu'elle a un vrai rôle, une vraie utilité dans la société et qu'il faut donner un cadre à l'entreprise pour la rendre plus utile, pour la rendre plus résiliente face aux défis qui seront des défis uniques dans l'histoire de l'humanité, ceux du climat, ceux de la biodiversité, ceux des inégalités sociales croissantes. Cette expérimentation de ce modèle de la société à objet social étendu qui consiste à intégrer une raison d'être dans ses statuts, décliner cette raison d'être en objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux qui sont vraiment singuliers à l'entreprise et à mettre en œuvre une gouvernance de l'objet social, une gouvernance nouvelle, est expérimentée par quelques entreprises pionnières dont Camif, l'entreprise que je dirige, a également fait partie. Entreprises qui se sont lancées dès 2013 à la définition de leur raison d'être. Au fond, il s'agit de répondre à une question assez existentielle. Pourquoi l'entreprise existe? À quoi elle sert? Quel est son vrai rôle et son utilité pour la société? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si toutes les entreprises adoptaient les mêmes pratiques que les nôtres et qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si nous n'existions pas? C'est un chemin qui est long, 2 ans et demi pour nous chez Camif pour définir notre mission, notre raison d'être, qu'on finit par inscrire dans nos statuts en 2017. Et là, on se rend compte à quel point l'inscription statutaire est déterminante pour obtenir une chose essentielle, celle de l'alignement des actionnaires au fait que l'entreprise n'est pas uniquement là, n'est plus uniquement là pour leur seul profit financier, mais qu'elle a une mission, un objet social étendu, qui est celui de servir des enjeux sociaux, environnementaux, au service d'une meilleure contribution au bien commun.
Et on s'aperçoit que ce modèle est un cadre formidable pour les dirigeants qui veulent rendre leur entreprise plus contributive et qui sont de plus en plus nombreux. En 2018, c'est alors qu'on décide de créer l'association de la communauté des entreprises à mission avec les chercheurs, avec les quelques dirigeants d'entreprises qui avaient expérimenté le modèle, pour pouvoir offrir un cadre de partage aux dirigeants qui souhaitent rendre leur entreprise plus contributive, également continuer de se nourrir des retours d'expérience et enrichir ce modèle par l'expérimentation, et enfin le faire connaître. L'association travaille, puis échange, puis les travaux vont jusqu'à l'élaboration de rapports, notamment la contribution au rapport Nota-Sénar, qui prêche finalement pour une évolution du droit et l'intégration dans la loi de cette qualité de société à mission. Alors, en 2019, la loi Pacte arrive et passe avec le modèle qui a été théorisé dès 2008 par les chercheurs, expérimenté par des entreprises et puis enrichi par les retours d'expérience par l'association notamment de la communauté des entreprises à mission. Et les premiers décrets sortent en 2020. Le modèle français de la société à mission a été introduit en 2019 par la loi Pacte avec pour objectif principal de concilier performance économique et contribution à l'intérêt social. La société à mission est depuis lors codifiée aux articles L210-17 et suivants du Code de commerce qui ne prévoit non pas l'instauration d'une nouvelle forme sociale, mais simplement d'une qualité que l'on peut également distinguer des certifications ou des labels qui existent. L'avènement de cette réglementation tient notamment à la démocratisation de la prise en compte des intérêts sociaux au-delà des indicateurs purs de performance économique. Adopter la qualité de société à mission est une démarche volontaire de l'entreprise qui s'oblige à la poursuite d'engagements sociaux, environnementaux, vérifiables et opposables. Le cadre légal de la société à mission, en France, exige la réunion de plusieurs conditions. Ces conditions s'articulent autour de 4 notions fondamentales: valeur, mission, engagement et contrôle. D'abord, ensuite la notion d'intérêt commun imposée par la loi italienne, qui est la première à avoir introduit en Europe le modèle de société à mission, la législation française prévoit, en son article 1835 du Code civil, la détermination d'une raison d'être. La raison d'être diffère par rapport au modèle italien dans la mesure où celui-ci n'impose simplement que la détermination d'objectifs à poursuivre. Par exemple, en France, le groupe Danone a pour raison d'être d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Vous le voyez, c'est un principe relativement large qui ne permet pas de déterminer avec précision la tendance ou l'orientation de la société. Ensuite, les statuts doivent également déterminer un ou plusieurs objectifs de nature sociale ou environnementale que la société se donne afin de poursuivre sa mission. La loi française propose ainsi un cadre relativement large, contrairement au modèle italien où il est fait référence à des actions responsables, durables, transparentes, à destination des communautés, des territoires, de la culture ou encore de l'héritage social. Aujourd'hui, l'adoption de la qualité de société à mission n'emporte aucune conséquence légale sur la situation administrative de la société. En effet, alors qu'en France aucun avantage fiscal ou économique n'est attaché à cette qualité, le législateur italien a quant à lui prévu la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt. Néanmoins, malgré cette absence d'incitation économique, cette qualité de société à mission participe d'un mouvement général visant à dissocier la performance économique de l'intérêt social. Ainsi, certains groupes, notamment ceux à la tête de maisons de retraite, ont adopté cette qualité. En lien avec l'actualité, on peut penser au groupe Orpea, qui fait l'objet en France d'une vive polémique suite à la révélation de faits graves dans son fonctionnement et qui a récemment déclaré étudier la possibilité d'adopter cette qualité pour rassurer ses investisseurs et ses clients. Évidemment, on voit là naître le risque de purpose washing ou de greenwashing et le public serait légitime à considérer que cette qualité de société à mission n'était en réalité qu'un nouveau moyen, parmi d'autres, pour promouvoir des valeurs positives sans pour autant les mettre en application. Afin de prévenir ce risque, le législateur français a prévu que la réalisation de ces objectifs soit doublement contrôlée. D'abord par l'établissement d'un comité interne où siégeraient des salariés, ensuite par l'intervention d'un tiers indépendant. Toutefois, contrairement à la position italienne, il n'existe pas en droit français de grille générale d'évaluation, de critères prédéfinis qui permettraient de vérifier la conformité des objectifs poursuivis avec les actions entreprises. À ce propos,
Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir RSM France, un cabinet d'audit et de conseil qui fait partie de ces organismes tiers indépendants en charge du contrôle externe du respect des exigences relatives à la qualité société à mission. Bonjour à tous, je suis Amandine Duquesne, je suis Senior Manager RSE chez RSM France. Je suis parmi vous aujourd'hui pour vous parler du contrôle de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux d'une société à mission. On a tout d'abord un contrôle interne au travers du comité de mission, qui est une spécificité, un troisième organe de gouvernance qui a pour rôle en fait de venir challenger un petit peu la stratégie de mission que l'entreprise s'est fixée et veiller au bon déploiement de ces objectifs au fil de l'eau. Au bout de 18 mois de cette société à mission, un tiers externe, donc un ETI, vient contrôler de manière indépendante la bonne exécution de ces objectifs. Alors, qu'est-ce qu'un ETI? Un ETI donc, est un tiers de confiance indépendant, comme son nom l'indique, qui est accrédité par le COFRAC, qui est un organisme d'accréditation français, c'est une spécificité française. Et cette accréditation, en fait, nous permet de venir réaliser un contrôle de la bonne exécution des objectifs socio-environnementaux que la société à mission s'est fixée. Les objectifs donc sociaux et environnementaux sont de manière statutaire inscrits dans les statuts et doivent être déclinés donc en objectifs opérationnels. Et le rôle à ce moment-là de l'OTI est de venir contrôler la cohérence de ces objectifs sociaux et environnementaux, notamment avec la raison d'être que l'entreprise a inscrit dans ses statuts, et également avec son secteur d'activité. L'OTI ne va pas venir sur cette notion d'ambition, si vous voulez, de la mission. Elle ne va pas venir challenger l'ambition de la mission, mais on est vraiment plutôt sur cette approche de la cohérence entre la mission qu'elle s'est fixée, les objectifs qu'elle a pris et son cœur d'activité. Le deuxième point que l'OTI vient contrôler également, c'est la notion de la sincérité aussi de l'information que l'entreprise à mission va fournir, notamment au travers de ses résultats, ses indicateurs. Et donc l'OTI, là, va avoir aussi un rôle de venir décortiquer finalement tout le process qui amène à dire que sur l'objectif, l'objectif social, par exemple, a été atteint à hauteur de X%. On va aller, nous, en tant qu'OTI, décortiquer la manière dont le résultat a été calculé, pour s'assurer effectivement de la sincérité du résultat obtenu et de la véracité finalement de la performance obtenue au travers de ces objectifs sociaux et environnementaux. La société à mission a toute la latitude de se fixer, la mission et les objectifs sociaux, environnementaux qu'elle souhaite. Il n'y a pas de cadre précis. Maintenant, encore une fois, je reviens sur cette notion de cohérence. Il y a vraiment besoin d'aller sur vraiment une adéquation finalement entre sa mission définie, son cœur d'activité et les objectifs qu'elle se fixe. Ce que l'OTI aussi va venir contrôler, c'est cette notion de moyens. C'est-à-dire que il est attendu en fait d'une société à mission qu'elle prenne les moyens suffisants, nécessaires, pour atteindre ses objectifs. Et donc il y a vraiment, au regard de, certes, j'ai atteint mon objectif, mais l'OTI est là aussi pour s'assurer que les moyens adéquats ont été déployés, mis en œuvre, mis à disposition en fait de ces objectifs pour leur bonne réalisation. C'est-à-dire que, y compris même si on atteint un objectif social ou environnemental, si l'OTI constate que les moyens n'étaient pas forcément suffisants, l'OTI pourra aller sur
conclusion de non-atteinte, en tout cas d'impossibilité de conclure sur cet objectif en particulier. C'est pas parce que le rapport de l'OTI va émettre une conclusion négative que vous allez perdre votre accréditation, enfin votre statut de société à mission. La seule chose qui était obligatoire, c'est que vous publiez sur votre site internet le rapport de mission de l'OTI. Et donc ce rapport est accessible à n'importe qui, n'importe quel citoyen, n'importe quelle partie prenante. Et même si la conclusion de ce rapport est négative, charge en fait à une personne lambda, si elle le souhaite, de venir saisir le tribunal en disant, en prétextant, au regard des conclusions de l'OTI, de ne pas voilà, de mentionner le fait de retirer ce statut de mission. Mais c'est seulement en fait le tribunal qui va décider de retirer ou pas le statut de mission. Et donc, quand on retire le statut de mission, ça signifie que l'entreprise doit supprimer de toutes ses communications ce statut, puisqu'il n'a plus lieu d'être pour cette entreprise. Mais je dirais que la principale sanction, avant cette sanction très juridique, c'est la sanction de l'image, parce qu'encore une fois, ces conclusions sont accessibles à un public très large, et c'est vraiment le risque sur la réputation en fait de l'entreprise qui viendrait décorréler en fait une action, une démarche volontaire de venir contribuer à l'intérêt général au-delà de l'intérêt, je dirais purement business, qui serait donc décorrélé de l'intention versus les résultats et les faits en fait dans sa mise en œuvre. Alors, le contrôle interne, comme je vous le disais, il se réalise au travers donc, de cette instance de gouvernance qui est le comité de mission. Ce comité de mission doit être composé à minima d'un salarié de l'entreprise. Et après, là aussi, il y a une certaine liberté en fait, pour l'entreprise d'y mettre autour de la table les parties prenantes qu'elle souhaite. Dans l'idéal et dans les bonnes pratiques que l'on peut constater, il s'agit en fait d'associer dans ce comité de mission des parties prenantes externes et donc des intervenants, des grands témoins, des personnalités qui ne sont pas forcément acquises à la société, ou en tout cas à la mission de la société, et qui ont réellement en fait ce rôle aussi non seulement de s'assurer que la stratégie de l'entreprise se déploie correctement, mais aussi de venir être un peu le poil à gratter finalement et de venir vraiment titiller l'entreprise au regard de ce qu'elle met en œuvre, des moyens, des ressources et de la manière dont elle va effectivement décliner ses objectifs, surtout dans l'intention en fait d'éviter en fait le purpose washing, hein, d'avoir un réel décalage entre l'intention et la réalité dans les pratiques.